Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est Délivrez-vous qui débarque sur vos écrans. Délivrez-vous pour célébrer l'esprit, pour saluer l'intelligence, pour communiquer des savoirs. Et aujourd'hui, le socle des savoirs va se pencher sur une problématique préoccupante pour toutes nos sociétés. La violence, mesdames et messieurs, la violence en Haïti, la violence dans l'ordre social haïtien. Qu'est-ce que c'est? Quels sont les déterminants de cette violence? Comment juguler cette violence? Écoutez, je ne dispose pas d'autant de savoir. J'ai sur mon plateau un docteur en sociologie. Mais attention, ce n'est pas tout de suite le jeu de sa conversation. Plaçons maintenant nos projecteurs sur la rubrique Temps Poème. Contre. Je vous construirai une ville avec des loques, moi. Je vous construirai sans plan et sans ciment un édifice que vous ne détruirez pas et qu'une espèce d'évidence écumante soutiendra et gonflera, qui viendra vous braire au nez et au nez gelé de tous vos Parthénons, vos Ararabes et de vos Ming, avec de la fumée, avec de la dilution de brouillard et du son de peau de tambour. Je vous assoirai des forteresses écrasantes et superbes, des forteresses faites exclusivement de remous et de secousses contre lesquelles votre ordre multimillénaire et votre géométrie tomberont en fadaise et galimatia et poussière de sable sans raison. Glas, glas, glas sur vous tous, n'ayant sur les vivants. Oui, je crois en Dieu, certes, il n'en sait rien. Foi, semelle inusable pour qui n'avance pas au monde, monde étranglé, ventre froid, même pas symbole, mais néant. Je contre, et te baffe de chien crevé. En tonnes, vous m'entendez? Je vous arracherai en tonnes ce que vous m'avez refusé en grammes. Le venin du serpent est son fidèle compagnon, fidèle, et il l'estime à sa juste valeur. Frères, mes frères damnés, suivez-moi avec confiance. Les dents du loup ne lâchent pas le loup, c'est la chair du mouton qui lâche. Dans le noir, nous verrons clair, mes frères. Dans le labyrinthe, nous trouverons la voie droite. Carcasse, où est ta place ici? Gêneuse, pisseuse, peau cassée, poulie gémissante. Comme tu vas sentir les cordages tendus des quatre mondes, comme je vais t'écarteler. Mesdames et messieurs, Michaud, sur le plateau Délivrez-vous, place maintenant, étant donné le tempérament de ce poème, ça vous met déjà sur la piste discursive qui va conditionner cette émission. Je vous présente maintenant mon invité. Robertson Edouard est professeur associé au département de sociologie de l'Université Laval au Québec. Il est titulaire d'un doctorat de l'Université Laval en sociologie du développement. Il enseigne la sociologie et les méthodes de recherche à l'Université Laval et à l'Université d'État d'Haïti. Depuis environ une dizaine d'années, Robertson Edouard travaille sur plusieurs enjeux de développement dont la pauvreté, l'exclusion sociale, la violence et la prison. Son programme de recherche couvre plusieurs aires géographiques, Haïti, Canada, Burkina Faso. Il compte à son actif plus d'une vingtaine de publications scientifiques dont Pauvreté quotidienne, Pauvreté planétaire, Québec édition Nota Bene, Le devoir d'insoumission, regard croisé sur l'occupation américaine d'Haïti, Québec, presse de l'Université Laval, Violence et ordre social en Haïti, essai sur le vivre ensemble dans une société postcoloniale, Québec,
PUQ, Robertson-Edouard a coordonné de 2009 à 2010 un programme de maîtrise en criminologie à l'Université d'État d'Haïti où il a mis en place, en partenariat avec le Programme des Nations Unies pour le développement, l'Observatoire national de la violence et de la criminalité, ONAVC. Il est aussi membre de plusieurs regroupements scientifiques dont l'Association internationale des sociologues de langue française, AISLF, l'American Sociological Association, le Centre interuniversitaire d'études et de recherche autochtones, CIRA, le Centre interuniversitaire du Québec de statistiques sociales, CIQSS, le Centre de la francophonie des Amériques, etc. Enfin, Robertson-Edouard est co-rédacteur en chef de la revue scientifique haïtiano-antillaise. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Le docteur Edouard est donc sur le plateau des livres et vous, avec un livre majeur, oui, publié en 2013, mais qui brûle dans l'actualité d'Haïti en ce moment. Violence et ordre social en Haïti. Le docteur Edouard n'a pas un doctorat en médecine, il a un doctorat en sociologie. C'est donc un professionnel du social, si vous voulez. Professeur Edouard, permettez-moi de commencer par ce premier chapitre, cette introduction. La violence est l'un des sujets les plus récurrents et les plus actuels de l'histoire d'Haïti. Le succès de cette notion dans les médias, la littérature grise, la production scientifique et le discours politique y est incontestable. Presque toutes les composantes de la société ont recours à son champ lexical. Celui-ci est largement utilisé pour qualifier, justifier, dénoncer, accuser, revendiquer ou mobiliser. Nous en sommes peut-être déjà au point où nous ne savons plus parler d'Haïti et des Haïtiens sans parler de violence. Bienvenue sur ce plateau, docteur Edouard. Je l'ai dit hors caméra, j'ai pris beaucoup de plaisir à lire votre livre. Je trouve qu'il est bien fait, un essai sur le vivre ensemble dans une société post-coloniale. Merci D'Angelo pour cette invitation. C'est un plaisir, un honneur pour moi d'être à cette émission que je regarde outre-Atlantique. Ouais, depuis le Québec, quoi. Exactement, exactement. En fait, l'introduction du livre donne le ton du sujet et de l'importance du sujet dans la société haïtienne. Et un petit peu plus loin dans l'introduction, je fais référence à un extrait de Rue des Pas Perdus de Trouillot où il décrit Haïti comme 27 750 km² de haine et de désolation, ce qui montre à quel point la haine, les horreurs, la violence sont omniprésentes dans cette société. Et que l'on soit historien, sociologue, anthropologue, il est impossible d'aborder les thèmes qui traversent les grandes dimensions de la vie nationale sans parler de violence. L'histoire d'Haïti est ponctuée de violence. D'ailleurs, quand on regarde l'histoire d'Haïti, ça commence par la période coloniale, où la violence occupe une place centrale, à la fois dans le dispositif esclavagiste et dans le modèle colonial qui est mis en place. La guerre de libération, qui est encore des scènes de violence qui vont modifier le cours de cette histoire coloniale. Ensuite, les tensions qu'il y a entre la jeune République noire et le reste du monde, encore esclavagiste à cette époque. L'occupation américaine qui va arriver, le massacre des Cacos, François Duvalier et les tontons Macoutes, la période post-86, l'ère lavalassienne, et aujourd'hui, écoutez, je pense que c'est le débat dans toutes les familles haïtiennes. Là, tout récemment, il n'y a pas longtemps, on a eu justement des scènes de violence. Malheureusement, certains politiques haïtiens ont appelé à la violence, d'où l'intérêt, d'où la ponctualité de cette émission.
Mais ce qu'il y a d'intéressant dans votre livre, vous commencez par mettre en question votre travail, vous regardez l'état des savoirs sur la question et un regard sur les éventuelles limites de votre travail. Est-ce que c'est ce que ça prend une étude universitaire? Tout à fait. D'abord, la science des sciences, que pour autant qu'elle se donne ou qu'elle prend conscience de ses propres limites. Il n'y a pas de science absolue. Aussitôt qu'elle prétend à l'absolu, elle cesse d'être science. Elle devient religion. Tout à fait, idéologie, en tout cas, acte de foi. La science, il y a bien sûr un acte de foi derrière la science, c'est ce qu'on appelle le scientisme, mais la pratique scientifique, l'activité scientifique a besoin de se remettre constamment en question. C'est un mécanisme interne au fonctionnement de la science, d'une part. D'autre part, la plupart de ce qui se dit sur la violence en Haïti prend l'allure de discours, je reprends encore l'expression absolue, c'est-à-dire qu'après ça, il n'y a plus rien d'autre à dire. Exemple, ce sont les pauvres qui sont violents. Tu vois, la violence est associée à la pauvreté. Donc si on veut trouver les violents en Haïti, il faut aller chercher les pauvres. Ou que la société haïtienne est une société violente. Écoutez, il n'y a rien à faire, ça c'est un discours qui est très très prégnant dans la communauté internationale. Quand on parle d'Haïti, c'est toujours parce qu'il y a un problème, et ce problème c'est ou la pauvreté ou la violence. Bref, cette manière de faire jure, en tout cas, contre la démarche que devrait être la démarche scientifique, qui est d'abord un travail de conceptualisation d'un objet, ensuite de problématisation de l'objet, et puis enfin d'épreuve des éléments de problématique que l'on a construits. Or, dans ce que j'ai trouvé au moment où j'ai écrit ce bouquin, ces exercices étaient ou bien lacunaires ou bien parcellaires. Ouais, déjà, dans la notion de définition de la violence, il faut donc commencer par ce bout-là de la chose. Pour parler de violence, il faut déjà savoir ce que c'est. Vous élaborez autour d'un ensemble de définitions que nous avons de la part de plusieurs chercheurs sur la question, mais vous dites que ces définitions sont insuffisantes et ne rendent pas compte totalement du phénomène de violence. Tout à fait. D'abord, c'est un premier réflexe que nous avons, c'est de se tourner vers la dimension phénotypique de la violence. La violence, c'est l'expression d'une forme d'agression. Donc, il y a violence quand il y a agression physique. Mais est-ce que toutes les violences ne sont que des agressions physiques? Est-ce qu'il n'y a pas des formes de violence qui sont plutôt discrètes? Est-ce qu'il n'y a pas des formes de violence qui sont plutôt tues dans la société, que l'on ne verrait pas si on ne se pose pas les bonnes questions? Et l'effort de réflexion sur une définition de la violence permet de répondre par l'affirmative. Et donc, en essayant de construire cet objet-là sur qu'est-ce que les gens considèrent comme violence en Haïti. Je donne un exemple que dans la plupart de mes cours, quelqu'un qui achète un véhicule, mettons le véhicule coûte 50-60 000 $ américains, et tu rentres dans un quartier où les gens n'arrivent pas à manger. La personne qui est au volant de sa voiture n'a pas conscience de faire violence aux autres. Sauf qu'une fois que tu rentres dans ce milieu-là avec les gens, rien que l'objet fait violence aux individus et réagissent comme tel. Il y a un autre exemple que j'aime donner, qui d'ailleurs a été donné par le sociologue Pierre Bourdieu, qui disait que lui, il n'est pas parisien. Il n'arrivait pas à comprendre le rapport à l'accent dans la langue. Sauf qu'après s'être acclimaté à Paris, il a pris conscience du fait qu'un certain accent de province pouvait lui faire violence. Donc, toi qui es porteur du geste, du comportement, tu n'en es pas conscient, sauf que la personne qui a comme autrui, comme alter ego, vit ça et reçoit ça comme violence. Et là, vous posez, docteur, pourquoi je dis vous? Tu poses, docteur, peut-être que c'est... C'est justement parce que tu insistes trop sur le docteur. Ouais. Alors, au fait, c'est le principe que tu poses là au début, c'est dire qu'il y a des catégories de violence qui ne sont pas identifiées au premier niveau du visible. Tout à fait. C'est ça que les gens doivent comprendre. La violence n'est pas captée à l'intégrité physique. Oui, et cela, c'est en partie parce que le discours sur la violence, c'est un produit social. C'est-à-dire la société se donne les moyens de voir ce qu'elle veut voir. Et la société se donne les moyens de dissimuler ce qu'elle veut aussi dissimuler. C'est ce qui explique pourquoi dans une société qui a fait
la révolution esclavagiste, pendant longtemps, on a refusé de regarder la situation des enfants en domesticité. C'est ce qui explique le fait que des gens qui sont pourtant grands défenseurs des droits humains refusent de regarder les conditions de travail des bonnes et des gardiens qui sont chez eux. Pourquoi? Parce que la société se donne les moyens de dissimuler les conditions de travail de ces gens. Il y a donc des processus sociaux qui invisibilisent quelques pratiques, même au sein de la société. Tout à fait, c'est exactement ça. Vous êtes dans le classement des types de violences. Vous partez du classement de l'OMS. Nous sommes dans la violence personnelle, la violence qui est dirigée contre soi-même, la violence interpersonnelle, la violence collective. Vous abordez également d'autres taxonomies comme la notion de violence économique, comme le fait de faire un quartier avec une voiture à $100 000, la violence sociale, la violence institutionnelle, la violence politique. Mais vous ajoutez que ces catégories ne suffisent pas. Vous avez ajouté deux notions, violence culturelle et violence, j'ai mes notes, collective. En fait, ce ne sont pas des notions qui sont de moi, c'est des notions que j'ai revisitées. D'abord, pour comprendre un certain nombre de pratiques de violence en Haïti, il faut l'insérer dans le contexte de leur production. Et la violence collective en Haïti, d'une certaine manière, arrive dans des contextes où, en totalité ou en partie, la population se soulève contre un certain ordre social. Nous sommes dans la période coloniale, il y a un ordre colonial esclavagiste qui est instauré. Les Noirs, les esclaves, arrivent à un moment, ils disent on ne peut plus continuer. Ils ont tout tenté, ils ont commencé par des formes de pratiques comme l'infanticide, violence personnelle, violence sur soi. Ils ont continué par des formes de suicide, ils ont continué par le marronnage. Mais à chaque fois, ils se sont rendus compte que ce sont des réponses qui étaient limitées. Ouais. L'empoisonnement n'a pas marché non plus. L'empoisonnement non plus, voilà. Et jusqu'à ce qu'à un moment donné, il a fallu un soulèvement général, violence collective. La même chose à chaque période de grands soulèvements dans le pays. Ça, c'est pour la violence collective. Il y a une autre catégorie de violence que j'aime bien, c'est la violence rituelle. Rituelle parce que c'est une dimension de la violence culturelle, d'ailleurs. Ouais, justement, on va en parler. c'est les gens réexploitent ce qu'il y a comme imaginaire. Lainer Urban a écrit un bouquin extraordinaire sur le barbare imaginaire pour montrer comment, à travers le vaudou, il y a une récupération de l'imaginaire de la barbarie de l'époque moyenâgeuse à l'intérieur de la représentation de l'autre, soit autre comme menace, soit autre comme la personne à abattre, comme adversaire, etc. Et la mobilisation de ces ressorts imaginaires, la mobilisation de ces ressorts culturels, rituels, qui remontent à une époque qui n'est pas du tout l'époque d'aujourd'hui, conduit à des pratiques tout à fait actualisées. Les pratiques de coups de poudre, les pratiques d'expédition punitive, les pratiques d'empoisonnement, ainsi de suite. Et tout ça avec des réflexes que l'on aurait tort à croire qui remonterait à l'époque du système colonial. Je donnerai juste un exemple là-dessus, parce que j'aime beaucoup donner les exemples pour sortir des notions trop théoriques. C'est pour ça que tu es professeur. Il y a un truc qui est arrivé sur lequel les gens ne s'interrogent pas. Alors, parmi les victimes des derniers mouvements de contestation, de protestation, je ne sais plus comment appeler ça, il y a des policiers. Et l'un d'entre eux a été tué, brûlé, sauf que cette personne a été décapitée et on a emporté sa tête. Qu'est-ce que ça veut dire, après avoir tué quelqu'un, emporter sa tête en Haïti? C'est la chose sur laquelle il faut s'interroger. Ouais. Ça a un sens. Là, je l'ignore, le sens. Est-ce que là, nous sommes dans les violences rituelles? D'une certaine manière. Il y a d'autres personnes qui ont été assassinées, je pense deux individus qui ont été voir un prêtre de rituel, donc un Ongan, et le Ongan les a assassinés, les a décapités et a enterré les corps dans un endroit et les têtes à un autre endroit.
Donc, tout ça montre Ouais, qu'il y a autre chose là. Il y a pratiquement là une mise en espace de la violence. Tout à fait. Bon, là, je voudrais, pour être pédagogique pour les gens qui regardent, que les gens comprennent que la violence, c'est pas que du viol, que du vol, c'est pas que des casses. Vous parlez, vous faites appel à un classement, vous parlez de violence économique. Oui. Je voudrais qu'une jeune fille qui a 20 ans, qui regarde cette émission, comprenne en quoi, docteur, elle serait victime de violence économique en Haïti. Okay. D'abord, il faut le regarder, la violence sur la société haïtienne, la violence économique sur la société haïtienne. Voilà. La première forme d'expression de cette violence, c'était l'embargo à l'époque post-coloniale. On a imposé un embargo qui fait en sorte que ça réduit la souveraineté économique du pays, qui va avoir un impact sur sa souveraineté politique. Et ce ministre français qui a dit il faut laisser ces sales nègres cuire dans leur jus. Tout à fait, c'est Talleyrand. Donc, on a là une violence économique qui a des incidences non seulement au niveau du pays, d'une manière générale, mais au niveau individuel. Cette violence-là affecte la vie de chaque citoyen haïtien. Voilà. Ça c'est la violence sur la société. Sur la société. Ouais. Il y a aussi la violence dans la société haïtienne. Et ça, je veux insister là-dessus parce qu'il faut que les gens comprennent qu'il y a quelque chose qui a l'air naturel, mais qui n'est pas l'air naturel. Qu'est-ce qui peut expliquer qu'à une même période, 2 enfants naissent. L'un naît en Haïti, sa vie est hypothéquée. L'autre naît au Canada, aux États-Unis, sa vie n'est pas hypothéquée. Quel est le mérite de naître quelque part? C'est une question qu'il faut se poser. Ouais. Donc pourquoi le lieu de naissance surdétermine la qualité de vie, les chances de l'individu? Voilà. Donc c'est lié au fait que la société est victime de cette violence structurelle. Exact. Qui est à la fois une violence sur la société haïtienne, dans ses rapports avec les autres pays du monde, mais une violence aussi à l'intérieur de la société parce que n'ont pas les mêmes chances, une égalité de chances. 2 enfants qui naissent, l'un à, je ne sais pas, Grand Ravine par exemple, et l'autre qui naîtrait à Montagne. Ouais. Donc ça fait, il y a l'inégalité entre Haïti et d'autres États. Le reste du monde. Et il y a au sein même d'Haïti cette même violence. Là, nous sommes dans une violence plus sociale qu'économique. Mais elle est aussi économique dans la mesure où les paramètres économiques, comme les chances d'avoir accès à un emploi, comme les chances pour que l'emploi corresponde aux qualifications, sont limités par les conditions sociales, bien sûr, mais limite aussi tes chances d'épanouissement. Parce que là, tu as posé un problème intéressant. La notion d'hérédité, on a tous tendance à l'enfermer dans la biologie. Mais là, dans ce livre, vous parlez d'hérédité sociale. L'origine détermine la qualité de vie, les conditions matérielles d'existence à l'avenir. Absolument. Donc celui qui naît dans un quartier défavorisé part avec moins de chances que celui qui naît dans une famille aisée. Absolument. Là, nous sommes toujours dans une violence qui serait plus institutionnelle ou on n'est pas encore là? Non, en fait, il y a une violence institutionnelle qui préside à cette forme de violence. La violence institutionnelle se trouverait dans l'absence, par exemple, de règles qui obligeraient les patrons à embaucher les individus sur la base de leur mérite, par exemple, qui enlèverait les marges de manœuvre, les chances de possibilité de l'arbitraire. C'est-à-dire que ce n'est pas sur la base de la couleur de ta peau, sur la base de ta signature que tu aurais accès à un poste, c'est sur la base du mérite, sur la base de tes dossiers, etc. Comme institutionnellement, il y a cette absence-là, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune norme, il n'y a rien qui te protège comme citoyen à cet égard, cette absence institutionnelle finit par avoir cet impact sur les conditions matérielles d'existence. Donc, tu n'auras pas le droit. Et la notion de violence institutionnelle fait aussi résonance au fait des symboles qui sont valorisés dans la société. Le fait que l'argent, le pouvoir, les femmes, la consommation de masse soient valorisés, tout ça participe d'une violence institutionnelle. J'imagine dans la façon dont les canons de beauté sont imposés. Aujourd'hui, la beauté, c'est quoi? C'est être mince comme le blé. Est-ce que là, nous sommes toujours dans ce cadre de violence où il y a des symboles qui sont imposés? Il faut la belle voiture, il faut la belle maison. Ah, bien sûr. Bon, on est happé par une tendance de fond qui est la société de consommation de masse. Et dans cette tendance de fond, tout le monde veut avoir une voiture, tout le monde veut avoir
les nouvelles technologies de l'information et de la communication, le dernier téléphone, le dernier MacBook. Voilà. Notre ami Carson Dorsey a résolu le problème. Petite attaque personnelle. Ouais. Donc, oui, pour ça. Sauf que moi, je suis constructiviste. C'est-à-dire, je ne pense pas que les conditions dont on hérite déterminent au final nos conditions matérielles d'existence, à la mesure où il reste toujours une petite marge de manœuvre où on peut se transformer. Donc là, ça fait Cendrillon aussi. Chaque homme peut inventer son chemin. Voilà. Évidemment, il ne faut pas non plus exagérer. Les marges de manœuvre des individus sont limitées en fonction de leur origine sociale et de beaucoup d'autres facteurs. Mais il reste toujours une petite marge qui peut faire une différence dans ta vie. Pour sortir de cette fatalité sociologique. Voilà. Mesdames et messieurs, vous suivez Délivrez-vous, violence et ordre social en Haïti. Je reçois le professeur Edouard, docteur en sociologie. Allez, respirez. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Mesdames et messieurs, vous suivez Délivrez-vous, une émission du livre, pour le livre et par le livre. Aujourd'hui, Délivrez-vous est une émission pour la violence. Non, je rigole. Écoutez, nous avons vu plus ou moins que la violence n'est pas que dans la performance du premier degré dans le visible. Ce n'est pas des casses, ce n'est pas des vols, ce n'est pas des viols. Il y a des formes de violence collective, il y a une forme de violence institutionnelle, une forme de violence sociale, une forme de violence politique, violence culturelle, violence sportive, violence rituelle. Le champ de la violence ne se rapporte pas toujours à un objet unique. Mais néanmoins, contrairement à ce que prescrit le puritanisme dominant, toutes les formes de violence ne seraient pas à bannir. Voici la phrase qui surprend, je reprends cette phrase pour tout le monde. Contrairement à ce que prescrit le puritanisme dominant, toutes les formes de violence ne seraient pas à bannir. Certaines peuvent même s'avérer très utiles. Docteur Edouard? Mais tout à fait. Il y a un certain fétichisme de la version de la violence qui veut y accoler toujours une connotation négative. Il est vrai que la plupart du temps, la violence entraîne des effets néfastes. Sauf que il y a dans la violence aussi une dimension créatrice. S'il n'y avait pas de violence, on n'aurait pas eu de révolution haïtienne. S'il n'y avait pas de violence et de révolution haïtienne, l'homme noir et la femme noire ne seraient pas aujourd'hui ce qu'ils sont dans l'humanité. Et quand on regarde justement ce petit bout de l'histoire d'Haïti, il y a quelque chose d'extraordinaire qui apparaît. C'est que les Haïtiens, au XIXe siècle, ont transformé une histoire d'horreur, une histoire de souffrance, en promesse pour toute l'humanité entière. Jusque-là, la notion de liberté, que l'on prenne la Révolution américaine ou la Révolution française, la notion de liberté était limitée à une partie de l'écoumène humaine, que les Caucasiens. Par la Révolution haïtienne, la notion de liberté pouvait s'étendre à l'humanité. Elle est vraiment devenue une notion universelle. Mais quelques contradicteurs peuvent te dire, docteur, et la révolution avec Gandhi, et la démarche de non-violence de Martin Luther King. Donc, est-ce que certaines fois, les sociétés ne peuvent pas faire preuve d'intelligence collective et opposer à la violence une réponse qui ne serait pas violente? Je ne suis pas sûr que la non-violence soit non-violente. Pourquoi? Parce que pour la personne qui occupe une position dominante dans un modèle social basé sur des inégalités, remettre en question ce modèle social et les inégalités, ça lui fait violence.
peu importe le moyen que l'on utilise. Comme je l'ai dit, il ne faut pas voir la violence uniquement dans la casse, uniquement dans son effet physique. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, on prend par exemple l'éducation. Il y a un bouquin que j'adore de Cheikh Hamidou Kane qui s'appelle L'aventure ambiguë. Mais dans ce bouquin, Hamidou Kane nous dit clairement que l'éducation, c'est par-dessus tout un acte profondément de violence. C'est se faire violence pour désapprendre ce que l'on prétendait savoir afin d'apprendre. Et son apprentissage, tel qu'il décrit dans l'aventure ambiguë, passe par une appropriation dans le corps. C'est la connaissance qui rentre par le corps à travers un certain nombre de sévices infligés par son maître. Mais là, ce qu'il faut retenir, c'est quand vous dites, j'arrête pas de passer du tu au vous, finalement c'est sexy, c'est bien sexy finalement, la non-violence serait presque une forme sophistiquée de violence. Tout à fait. Une forme plus aboutie, plus élaborée. Mais c'est encore de la violence dans les faits, au fait. Bah, je vais en donner... Prenons un cas, le cas de Nelson Mandela en Afrique du Sud. Expliquez aux gens comment Nelson Mandela, tout en prônant un discours de non-violence, a quand même exercé une violence sur les tenants de l'apartheid. Ok, je vais répondre autrement. Comment l'Occident a résolu le problème de la violence dans leur société? Est-ce que ça veut dire dans la société occidentale, il n'y a plus de violence? Il y en a toujours. Il y en a plein. Los Angeles, New York, c'est grave. Là, Alors, maintenant à Paris... La modernité a amené deux réponses au problème de la violence dans les sociétés occidentales. La première réponse, c'est deux modèles de contrat social. Où on passe par un léviathan, on a un État fort qui s'impose à tout le monde en tant que monopole de la violence physique et légitime. Nous sommes chez Hobbes. Voilà. Ou on passe par le contrat social que propose Rousseau, où il y a une espèce d'entente tacite entre les citoyens sur la base d'un État de droit pour fonctionner sans recourir à la violence. Mais tout en ayant toujours le spectre du Léviathan à l'horizon. Ouais. Donc, avec son appareil répressif. Précisément. Donc, on n'est pas sorti de la violence. On a plutôt, et là je reprends Elias, d'une certaine manière, ritualisé la violence. C'est-à-dire, on a déplacé le théâtre d'opération de la violence des interactions entre les individus vers des lieux précis. Prenons le soccer, le football. Est-ce qu'il n'y a pas de violence dans le football? Prenons la boxe. Est-ce qu'il n'y a pas de violence dans la boxe? Tout le monde, beaucoup de personnes aiment assister à un match de boxe. La société s'est organisée pour, je le répète, déplacer le théâtre d'opération de la violence vers des lieux où tout le monde sait que c'est ça qui s'y passe. Donc la violence devient objet d'un spectacle maintenant. Oui. C'est une violence du spectacle. Ben, pas seulement du spectacle, parce que quand un individu regarde, par exemple, un match de boxe, je ne sais pas, ou un match de foot, je ne sais pas si cela t'arrive, il peut t'arriver en tant que spectateur de bouger d'une certaine manière. Oui, oui. Donc, d'une certaine manière... Il se sent impliqué, quoi. Carrément. Voilà. Donc, c'est vivre, c'est expérimenter les éléments pulsionnels qui sont à la base de la violence en les transférant, j'essaie de vivre ça par procuration. Voilà. Maintenant, sur les fonctions de la violence. Plus d'un a pris la malheureuse habitude de décrire la violence comme un trait de caractère, la propriété d'un comportement, le résultat d'une attitude portant préjudice à autrui. Cette perspective a pour effet de mettre surtout en évidence un épisode, le moment critique, un acteur, l'agresseur, les mobiles et les contextes d'émergence de ce comportement. En procédant de la sorte, elle fait l'impasse sur les autres dimensions du phénomène. Or, l'état actuel des connaissances nous porte à croire que la violence implique par-dessus tout des interactions et une forme de relation à laquelle adhèrent de gré ou de force et l'agresseur et la victime. Donc il y a quand même relation. Tout à fait. Il y a quand même une transaction entre un agresseur et une victime. Absolument. Dans la violence. Même si les deux ne se connaissent pas. D'une part, les données montrent clairement que les violences interpersonnelles se déroulent davantage dans l'espace privé que dans l'espace public. Ça, c'est quelque chose qui devrait déjà nous alerter. Il y a récemment une campagne, je pense que c'est en France, en tout cas c'est en Europe, qui dit que le premier lieu où les femmes sont menacées dans ce pays-là, c'est à la maison. C'est dans leur foyer, carrément. Voilà, donc c'est dans les lieux où il y a interaction qu'il y a plus de chances
que la violence éclate. Ça c'est une première chose. Une deuxième chose qui est également très importante à cet égard, c'est quand on passe... non, je vais le dire autrement. Pour que le théâtre d'opération de la violence fonctionne, il faut qu'il y ait un agresseur et une victime, mais des spectateurs. Deux personnes sont en train de s'injurier. Un premier niveau. Ouais. Une personne arrive, demande qu'est-ce qu'il y a. La personne qui pense que l'autre vient d'avoir une injure grave à son égard et que l'autre a entendu, augmente d'un cran, escalade. Jusqu'à ce que quand le public est là, le public sert de gasoline. Le public sert de... Voilà, Parce que l'idée étant de ne pas perdre la face devant les autres, tout à fait. Donc tout ça, ça met dans un système compliqué d'escalade de violence. Voilà. Donc, la personne qui assiste à la violence est tout aussi complice, est tout aussi partie prenante de ce climat de violence. Exactement. Vous dites en Haïti, par rapport aux fonctions de la violence, on y recourt soit pour attirer l'attention, le cas de la délinquance juvénile. Donc, il y a des jeunes délinquants qui sont délinquants, pas tant qu'ils seraient foncièrement délinquants, mais c'est pour s'inscrire sur la cartographie sociale, c'est pour une existence sociale qu'ils deviennent délinquants. Oh, ils ne deviennent pas délinquants pour exister. Oui. Ils existent par leur délinquance. C'est pas pareil. C'est un jeune qui naît, je ne sais pas, à Bel-Air ou à Saint-Phil, l'État peut ignorer jusqu'à son existence. Ce jeune peut ne pas avoir d'acte de naissance, peut ne pas avoir de carte d'identification nationale, peut ne pas avoir été scolarisé. L'État ignore l'existence de ce jeune. Mais aussitôt que ce jeune commence à faire une casse... il devient une existence pour l'État. Forcément. Tout le monde est obligé de le voir. Mais le sujet délinquant ne développe pas une intelligibilité sur sa situation. C'est clair. Il ne sait pas qu'il devient délinquant pour attirer l'attention. Attention. Il se rend compte qu'il est au centre des préoccupations. Il n'y a pas une seule forme de rationalité dans le monde. L'empirie amène sa propre rationalité. Et le fait de savoir, c'est ce que nous dit Girard, par l'imitation, que cette recette fonctionne, fait en sorte que tout le monde y a recours. Ça fait une forme de connaissance. Voilà. Deuxième raison sur les fonctions de la violence en Haïti, on y recourt pour mettre en garde, pour défier, pour menacer ou bien pour contester. Mais contester par, on va dire, la violence du premier degré. N'est-ce pas là un déficit d'imagination dans le champ même de la violence? On est bien d'accord là-dessus. Moi, je pense qu'il y a une paresse intellectuelle en Haïti pour ne pas renouveler le répertoire d'actions de contestation. Là-dessus, on est bien d'accord. Dans la plupart des présentations que je fais, je ne cesse de mentionner cette lacune qu'il y a dans le milieu de l'action collective en Haïti, le milieu communautaire notamment. Il y a des moyens d'aboutir au même résultat sans passer nécessairement par la violence physique. Je précise. Oui, la violence effective dans votre formulation également. Vous parlez de ça aussi, de violence effective, de violence fictive. Oui. La violence fictive, c'est la violence, par exemple, qui est intégrée, par exemple, dans une œuvre de fiction. Dans les poèmes de Michaud, par exemple. Voilà. Donc, et des fois, on peut se demander, c'est quoi la violence fictive et c'est quoi la violence effective quand, pour beaucoup de personnes, la violence physique reste fictive. Quelqu'un m'a envoyé un extrait de vidéo et c'est passé comme une lettre à la poste où un groupe d'individus, un groupe de jeunes exécute un autre jeune. Et ça n'émeut personne. C'est juste arrivé. Vous avez fait un point dessus en effet pour montrer que est-ce qu'à force d'être exposé à des situations de violence, le peuple haïtien aurait développé presque une accoutumance avec la violence. Un peu, ça passerait comme des lettres à la poste. Oui, c'est vrai que ça a parfois l'effet de la grenouille dans un verre d'eau chaude. Alors, plus on monte la température, la grenouille s'accoutume à son environnement et reste jusqu'à se faire bouillir et manger. Mais au-delà de ça, et c'est pour cela que, d'où le titre du livre, Ordre social, c'est que ça finit, à force que ça préside au comportement des individus, ça finit par s'institutionnaliser. C'est quoi une institution? Ce sont des pratiques qui se cristallisent. C'est-à-dire, à force que la même pratique se reproduit, on finit par se dire que c'est comme ça qu'on fait.
Et vous parlez également des violences d'adaptation, des violences de suradaptation, où là, je voudrais que tu élabores dessus. Ah ben, avec plaisir. Une violence, surtout la violence d'inadaptation, c'est celle que tout le monde connaît. C'est la violence des personnes qui sont les exclus, les marginalisés. Voilà, c'est ça, c'est les moins nantis de la société, et qui, pour pouvoir accéder à des biens que la société valorise, est obligée de recourir à la violence. Donc, la personne vole, la personne casse, la personne tue pour avoir. Ouais. Bon, ça, c'est la violence d'inadaptation. Pour avoir ce que d'inadaptation. la société a érigé comme valeur. Oui, tout à fait. C'est ça que les gens doivent comprendre, au fait. On vous dit un ordinateur, c'est important, c'est donc une valeur. L'individu casse ta voiture parce que la société lui a dit, il te faut un ordinateur. C'est ça. Sans mettre à la disposition de cet individu les moyens de l'obtenir autrement. Voici la symétrie qui existe en effet, Voilà. entre ce qui est posé comme valeur et les moyens dont moyens. l'individu dispose, les moyens légitimes légaux pour atteindre ses Tout à objectifs. fait. Là, on est Voilà. dans du Merton. Bon, il y a la violence d'adaptation. La violence d'adaptation, c'est la violence qui est exercée pour revenir à l'ordre. C'est le contraire de la violence d'inadaptation. Et il y a la violence de suradaptation. C'est la violence des personnes qui sont bien positionnées dans la société. Il y a un cas que tout le monde connaît, c'est le cas de Brandt, qui, pour maintenir son statut, est obligé à recours à des pratiques que la société réprouve, notamment le kidnapping. Donc, on est dans une situation où, comme la société valorise un certain nombre d'éléments, et comme une fois que l'individu a atteint un certain statut social qui exige de maintenir ce standing dans la société, pour pouvoir maintenir ce standing, la personne a recours à des pratiques, qui posent problème, je vais dire ça comme ça, afin de maintenir ce statut. Ça, c'est une chose. L'autre chose aussi, c'est l'effet délétère de cette pratique sur les autres. C'est pour ça qu'il s'agit d'une violence de suradaptation. Un directeur qui dans un poste de directeur, oblige une fille à coucher avec lui, exerce une violence de suradaptation. Parce que n'est en mesure d'exercer cette violence sur cette fille, de l'agresser, parce qu'il est directeur, parce qu'il occupe une position d'autorité par rapport à cette personne, qui peut être sa secrétaire, qui peut être son élève dans le cas des professeurs, qui peut être enfin quelqu'un qui occupe une position supplémentaire, le propriétaire de maison par rapport au locataire, le propriétaire par rapport au gérant, et ainsi de suite. Les banques par rapport aux clients. Voilà, c'est une violence de suradaptation. Tout à fait. Je voudrais quand même lire cette phrase pour les gens. La violence de suradaptation est le fait des gens qui utilisent leur situation privilégiée dans les instances économiques et politiques et leur suradaptation sociale pour dominer, assujettir, réprimer ou opprimer. Mesdames et messieurs, vous suivez Délivrez-vous. Nous parlons de violence. Allez, respirez. À tout de suite. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Merci d'être avec nous sur la télévision Caraïbe. Merci de suivre cette émission Délivrez-vous. L'idée étant de vous délivrer par la lecture. L'idée étant de vous exposer à des savoirs, à des connaissances. Et aujourd'hui, le docteur Robertson-Edouard nous propose un savoir des plus intéressants, des plus ponctuels sur la violence en Haïti, sur comment notre société elle est organisée, sur la place que tient la violence dans l'ordre social haïtien. On a parlé au tout début de l'émission, je ne sais pas si votre mémoire elle est toujours avec nous, des violences rituelles ou des rituels violents. Et les expéditions que tout Haïtien connaît, tout Haïtien normalement constitué a déjà entendu parler d'expéditions quand vous allez voir un malfaiteur qui balance une expédition punitive. Alors, la pédagogie de l'expédition, je dois vous dire que je l'ignorais. Mais dans ce livre, on sait comment on fait une expédition.
Je vais lire ce qui suit. Il ne s'agit nullement, pour faire l'expédition, d'un tour mystique comme une invocation aux puissances maléfiques de Saint-Expédite, pour atteindre les gens dont le contact est difficile. Les Ougans cherchent à récupérer un de ses habits et le plus souvent une chaussette. Le linge sale qui appartient à la personne ciblée est imbibé de sa sueur. On le place dans une boîte avec un insecte piqueur tel qu'une abeille ou une guêpe qu'on laisse sans nourriture pendant un certain temps. Elle s'habitue à l'odeur sui generis de la personne visée. Au bout d'un certain temps, on y introduit quelques pétales de fleurs de la digitale. Cette plante renferme un poison violent pour l'organisme humain, mais insignifiant pour les insectes. À la tombée de la nuit, et ordinairement vers les 9 heures du soir, l'insecte est lâché dans les environs de l'habitat du sujet, ou plus précisément sous sa fenêtre. Grâce à son odorat très prononcé, il finit par flairer son hôte, qu'il pique avec son dard en lui inoculant le venin. Au réveil, le lendemain matin, on le retrouve mort dans son lit, sans effusion de sang ni sans effraction. Il s'agit d'un crime parfait car on ne peut accuser personne. J'ai du mal à croire, professeur. Moi, je suis un vieux athée de premier degré. Je me suis dit, mais attends, mais c'est possible de mettre ça en espace comme ça, d'organiser comme ça l'empoisonnement de quelqu'un ou la mort de quelqu'un? Dans le bouquin, j'ai bien pris la précaution de mentionner que c'est récit d'Éric René sur la question. Je ne l'ai pas expérimenté, je n'ai pas empoisonné quelqu'un et je n'ai pas... organisé comme ça le décès de quelqu'un. Tout à fait. Et ce n'était pas le propos du livre de vérifier la véracité ou pas de la chose. J'ai plutôt préféré montrer comment l'imaginaire collectif haïtien est habité par des récits de ce genre. Que ce soit vrai ou non, je ne me rappelle plus quel anthropologue qui disait qu'une affirmation fausse n'est pas pour autant fausse dans ses conséquences. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que quelque chose est faux que ça ne peut pas avoir des conséquences regrettables. Donc, à force d'imaginer des scénarios comme ça, à force de propager des récits de la sorte, on finit par construire un imaginaire et on finit par moduler des comportements en fonction de cet imaginaire. Moi, je me dis, le fait que la société haïtienne ait pu élaborer de cette manière-là son imaginaire, n'est-ce pas là un stratagème pour normer le corps social? Comme la justice officielle n'arrive pas à atteindre les endroits les plus éloignés de ce pays, le principe de l'expédition serait un dispositif populaire, quoi qu'imaginaire, quoi faux, pour réguler la société, pour réguler les rapports. Tu sais que si tu fais du mal à quelqu'un, il peut balancer une expédition. Tout à fait. J'en ai parlé dans un autre bouquin que j'ai écrit sur la société parallèle, la vocation du peuple, pour essayer de montrer que dans une situation de concurrence de système normatif où le droit positif arrive difficilement à prendre le pas et à présider au comportement des individus, le droit parallèle, le droit coutumier occupe une place importante et des récits de la sorte font partie des dispositifs de ce droit. Avec les champouelles, avec les bisangos, avec tout ce qui va avec. Mais ce qui est intéressant dans ces cas-là, et je pense que c'est ce qu'on observe depuis, ma foi, une dizaine d'années, peut-être un peu plus, dans la société haïtienne, c'est que ça laisse de plus en plus la dimension traditionnelle qu'il y avait autour de ces pratiques ou de ces croyances pour devenir des techniques. Au sens magique du terme, au sens anthropologique du terme. Le magique au sens anthropologique du terme. C'est-à-dire de la capacité d'avoir un effet direct, un effet immédiat. Exemple, quelqu'un qui est chef de gang, pour la plupart, avoue avoir fait une visite chez un gang pour avoir des points afin de ne pas être percé, par exemple. Quelqu'un qui occupe une position sociale valorisée dans la société, la plupart du temps, fait une visite chez un prêtre du Vaudou pour être protégé, un bain de chance, voilà. J'ai tellement d'amis qui m'ont dit, D'Angelo, va prendre un bain de chance. Bon, voilà. Donc, tout ça, ça montre, et c'est pour ça que j'ai dit que ce n'est pas parce que c'est faux que c'est faux dans ses conséquences. Mais je pense que ça se fait vraiment. Mais je pense que les conséquences sont irréelles. Moi, j'ai quelqu'un que je connais très bien qui a été prendre un bain de chance.
J'ai vu comment ça se faisait, plus ou moins, avec un vieux parfum, avec un vieux déodorant, et vite fait, c'était la chance. Je me suis dit, attends, la chance serait ça. Mais Bill Gates aurait pris tout ça, déjà. Oui, mais ça, c'est mal posé la question. Parce qu'on est dans le domaine de la croyance. C'est un peu comme... Comment? Oui, c'est ça. Nous sommes dans la croyance. Voilà. Et quand on est dans le domaine de la foi, il ne faut pas examiner ça un peu comme si on était dans un modèle expérimental où il y a un essai et puis on attend le résultat de l'essai. Ce n'est pas comme ça que ça marche. D'abord, on voit une conséquence effective de la croyance. La personne a été prendre le bain de chance. Ça c'est, il n'y a pas photo. Il y a un fait, c'est que la personne a pris un bain de chance. Bon, déjà, on voit déjà qu'il y a une chance. La personne qui a donné le bain de chance a fait un peu de fric. Il y a une première conséquence. Il y a une économie du bain de chance. Voilà. Et au fur et à mesure que les gens participent de cette croyance, donc font circuler des biens autour de cette croyance, ça finit par avoir un effet. Alors, c'était une parenthèse qui me paraissait importante, intéressante. Maintenant, la forme de violence qui intéresse beaucoup le public haïtien serait les violences politiques. Vous avancez des chiffres comme de 1804 à 1845, on a enregistré 29 insurrections dans le pays. Et là, maintenant, on fait face encore à une insurrection, on fait face encore à un appel de coup d'État. Il y a des forces que vous appelez infrapolitiques. Allez-y, docteur. Oui. Elles sont quoi, ces forces infrapolitiques? Bon, les forces infrapolitiques, ce sont les forces, et là encore, ce n'est pas de moi. La première personne qui en a parlé en Haïti, moi j'aime donner le crédit des choses aux personnes qui ont introduit la notion, c'est ça la probité intellectuelle. C'est Alain Gilles qui à ma connaissance, est le premier à en parler. Ce sont des forces qui participent soit du milieu de l'interlope ou de la pègre. Donc, qui sont soit dans le trafic de stupes ou qui sont soit dans... Des bandits, des criminels. Ouais. Des criminels, pas nécessairement des bandits. Bon, et donc, ces gens-là, au fur et à mesure qu'ils ont pris conscience que leur commerce, que leur business, pour qu'il fonctionne, a besoin du personnel politique, s'investissent dans la politique. Au départ, ils finançaient des acteurs politiques, ils finançaient... Ça fait concrètement un dealer de drogue finançait la campagne d'un député. Par exemple. En vue de garantir l'atterrissage d'un petit avion à Jacmel. Par exemple. Voilà. Sauf que, depuis un certain temps, on voit que la plupart, enfin un certain nombre de ces gens ne se contentent pas seulement de financer de l'extérieur. Ce sont des gens maintenant qui s'impliquent. Ils rentrent directement en politique. Ça fait que maintenant, on a des dealers de drogue qui sont au Parlement, par exemple. Je ne ferai pas une telle affirmation parce que je suis quand même assujetti à une obligation à la fois de réserve et de preuve de ce que j'avance. Parce que si je fais une telle affirmation, il faudrait que je sois en mesure de dire un tel et puis voilà la preuve, ce qui n'est pas le cas en ce qui me concerne. Mais toutes les données prouvent que de plus en plus des éléments de la pègre rentrent directement dans le champ politique. Colonise. Maintenant, est-ce que, comme l'élite économique a l'habitude de soutenir les politiques traditionnelles haïtiennes, est-ce que cette élite constitue une faction des forces infrapolitiques? Est-ce là une expression de l'infrapolitique également? Que l'industriel finance la campagne d'un sénateur pour avoir une franchise douanière la manière de poser la question montre très bien qu'il y a un a priori, il y a une prémisse qui, à mon avis, n'est pas fondée empiriquement. La prémisse, c'est que l'élite économique qu'on a aujourd'hui est semblable à l'élite économique du 19e siècle. C'est entièrement faux. Aujourd'hui, on continue de parler de la réalité haïtienne sans regarder ce qui se passe, pour vrai, dans le monde économique. Dans la contemporanéité haïtienne. Et quand on regarde ça, on se rend compte, premièrement, que... un certain nombre d'entreprises en Haïti ne sont que des figurations. C'est des espèces d'écrans pour le blanchiment d'argent, d'une part. D'autre part, on se rend compte qu'un certain nombre d'entreprises fonctionnent, mais en dehors de tout cadre. Légal, réglementaire. Voilà. Deuxièmement. Et troisièmement, moi, c'est la chose sur laquelle j'aime insister, c'est que le vrai poumon de l'économie haïtienne, on continue toujours de cracher dessus. C'est le secteur informel. Voilà. Continue de cracher dessus. Pourtant, ce sont ces gens-là, avec la diaspora haïtienne, qui portent sur leur dos l'économie du pays, évidemment avec quelques exceptions d'entreprises qui continuent de produire. Donc, si on regarde ça de la sorte, on verra que l'élite économique, justement, est aujourd'hui cooptée par le milieu de la pègre.
Et donc, d'une certaine manière, ce sont les mêmes opérations de la colonisation du milieu politique qui est aussi fait dans le milieu économique parce qu'on a besoin de pouvoir blanchir l'argent que l'on a gagné de manière souterraine. Et vous parlez également des violences faites aux femmes dans ce livre. Et vous dites que nous surreprésentons les femmes dans la catégorie des victimes en Haïti. Oui. Et là, ça participe d'une idée plus globale que je vous laisse développer. Tout à fait, merci. En fait, la manière de problématiser la violence faite aux femmes en Haïti fait des hommes les agresseurs et des femmes les victimes. Et cette manière de regarder la chose pose problème. D'une part, parce qu'il y a des hommes qui sont aussi victimes, mais d'autre part, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont aussi des agresseurs. Et aujourd'hui, de plus en plus d'études tendent à montrer la prévalence de la violence des femmes sur les femmes, que ce soit en situation de concurrente, que ce soit en situation conjugale, c'est-à-dire de si elles couple sont lesbien, en couple, par voilà. exemple. Donc, ce n'est pas une exclusivité masculine, la violence. Ça, c'est la première chose sur laquelle je voulais être clair. La deuxième chose sur laquelle je voulais être clair, c'est qu'on ne peut pas trouver, avec toutes les autres formes de violence, c'est ce que les gens qui travaillent en socio et en anthropologie appellent, mon Dieu, le concept... Une violence structurelle, une violence globale. Non, c'est le fait de cumuler plusieurs statuts de vulnérabilité qui finissent par avoir... C'est la conjugaison des vulnérabilités qui affecte la vie plutôt qu'une vulnérabilité plus une autre. Le fait d'être femme et habiter un quartier populaire affecte davantage la vie d'une femme qui habite un autre quartier, par exemple. Le fait d'être femme et d'avoir un poste subalterne a plus d'impact, et ainsi de suite. Donc, l'idée est là. L'idée est là. Bon, voilà. Cette manière de poser la violence, cette manière dominante de poser la violence, évacue la prise de conscience de l'impact des autres dimensions sur les conditions de vie des femmes. Je donne un exemple. L'évolution des politiques sociales en Haïti. Est-ce que quelqu'un, quand on regarde la violence sur les femmes, on a pris le temps de regarder le fait de couper les postes où il y avait une représentation des femmes, les postes dans les écoles, les postes de secrétaire dans les différents bureaux de l'administration publique, et ainsi de suite, l'impact de ces décisions-là sur les femmes dans le pays. Personne n'a fait cet effort-là. Ce sont des lieux où la violence de la société sur les femmes existe, mais qu'on ne regarde pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'hommes là. À l'inverse, regardons les postes budgétaires les plus importants dans le budget de la République. C'est les postes où on trouve majoritairement des hommes. Le ministère de la Justice, le ministère... Mais si ce sont les postes budgétaires qu'on attribue aux hommes sont les plus importants, ça signifie qu'il y a une injustice faite aux femmes. Dernière chose que je voudrais dire là-dessus, pour un peu équilibrer la question de violence faite aux femmes et place des hommes et des femmes là-dessus, c'est les interactions entre les femmes pour les cas de violence que l'on tait. La propriétaire de la maison avec une servante, ce n'est pas les hommes. De concubines, ce n'est pas les hommes. Bref, voilà. La notion est complexe et vous dites à la page 107, au demeurant, la conception dominante de la violence faite aux femmes en Haïti conduit à un diagnostic de victimisation myope et à des réponses sociales inefficaces. La violence faite aux femmes participe d'un ordre de violence plus large engendré par plusieurs processus structurants de domination, dont la domination masculine. Il y a donc d'autres éléments qui rentrent en ligne de compte, quoi. Et c'est pour cela qu'on ne peut pas réellement aborder la violence faite aux femmes en ayant seulement les femmes comme cible. C'est-à-dire, si on a un homme qui continue d'être victime d'un certain nombre de discriminations dans la société, sa femme va pâtir de la situation de son mari. Si le mari ou l'enfant ou le père continue d'être traité de manière discriminatoire, ça va avoir un impact sur la fille, ça va avoir un impact, ainsi de suite. Et l'autre problème que vous posez, la plupart de nos familles ici sont monoparentales, c'est-à-dire les femmes éduquent les enfants. Comment peut-on expliquer que des enfants éduqués par des femmes puissent reproduire un ordre social de violence sur les femmes? Bourdieu donne des clés pour cela. Il appelle ça le beau rôle et le mauvais rôle. C'est que, c'est pour cela, la question de la violence est très très délicate. Il faut prendre son temps pour décanter.
quand on est dans un rapport asymétrique, on prend pour acquis que la personne qui occupe la position dominante s'en tire bien. Mais j'ai écouté récemment quelqu'un qui se présente comme étant du milieu des bourgeois haïtiens, qui dit, écoute, c'est une grande souffrance pour lui et sa femme et ses enfants de ne pas pouvoir circuler dans la rue. Il dit que la personne qui n'a rien circule dans la rue. Sauf que sa femme et ses enfants sont incapables de descendre leur véhicule blindé. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours cette espèce de peur qui est associée à leurs conditions matérielles d'existence. Bien sûr, dans ce rapport de domination entre ces groupes-là et le reste de la société, ils ont le beau rôle, mais ce beau rôle est accompagné d'un certain nombre de contraintes qui peuvent être souffrantes. Ouais. Alors, vous posez les racines historiques de la violence, mais un élément important quand vous regroupez, alors quand vous mobilisez un regroupement qui a été fait par, qui déjà? Là, mes yeux ne tombent pas sur le nom, mais au moins, elle a regroupé en 7 catégories tout ce qui touche au groupe des gangs, à l'organisation de tout ça. Il y a les milices populaires, les brigades de vigilance et les brigades de quartier, les OP, les groupes de bandits, chimères, rats, zinglendo, les vagabonds et certains groupes de raras. Ça, je l'ignorais. Comment certains groupes de raras participent-ils à l'organisation de systèmes de gangs? Parce que, j'allais dire tout est lié, parce que beaucoup de choses sont liées. Ce n'est pas le groupe de raras en soi. C'est qu'il y a un certain nombre de groupes de raras, comme il y a un certain nombre de groupes de quartiers populaires, comme il y a un certain nombre de groupes de comités de quartier, qui se sont transformés en gangs. C'est aussi simple que cela. Donc, des individus à l'intérieur de ces structures-là ont transformé la nature de ces structures au fil du temps, sur leur territoire voilà, respectif. carrément. Et pour voir la complexité de la chose, il n'y a donc pas le moindre doute. Les dominés s'exploitent, se violent, se tuent, s'humilient aussi entre eux. C'est ça qui est compliqué dans la violence. Les gens qui sont dans les quartiers défavorisés, dans les écoles défavorisées, dans les universités défavorisées, entre eux, il existe des rapports de violence. Est-ce que c'est lié au fait que la violence institutionnelle est telle que l'individu n'a pas les moyens d'atteindre son agresseur véritable? Il fait de l'autre son agresseur fictif. Il ne sait plus sur qui cracher. Il crache sur son frère de classe. Quand la violence devient ce qui préside au comportement d'un individu, quand la violence devient l'élément de régulation du comportement humain, ça finit par entraîner un système d'escalade où 2 mécanismes conduisent à la situation que vous venez de décrire. Le premier mécanisme, c'est René Girard qui l'explique très bien. Il parle du mimétisme. Oui. La violence fonctionne parce qu'on peut l'imiter. Et en général, pourquoi la violence à la base? Qu'est-ce qui conduit? C'est le désir, et le désir du désir de l'autre. Je désire avoir tel objet, je n'ai pas les moyens de l'avoir. Pourquoi je désire l'avoir? Parce que tout le monde dit que c'est important de l'avoir. Pas nécessairement parce que j'en ai besoin. Mais tout le monde est d'accord que ça prend ça. Il faut le dernier iPhone. Voilà. Donc, c'est ce désir du désir de l'autre qui va entraîner une espèce de concurrence, de tension entre les 2 individus. C'est ce que nous dit Girard. Donc, ce qui va arriver, et le deuxième mécanisme, c'est l'anticipation. C'est comme tu sais que l'autre veut la même chose que toi, il faut que tu anticipes. Il faut que tu prennes les devants. Parce que si tu ne prends pas les devants, l'autre, il va t'attaquer. Et donc, comme tu présumes que l'autre va t'attaquer, tu l'attaques avant. Donc, il y a une concurrence entre les acteurs sociaux de même catégorie sociale. Absolument. Parce que c'est institué comme ça. Au fait, la première violence vient dans le système des symboles, dans ce qui est proposé comme valeur. Précisément, mais autrement, il n'y a aucun intérêt. Parce que si nous prenons la place du temps, la place du travail, si le travail n'était pas une valeur, les gens n'allaient pas s'entretuer pour avoir un travail. Oui, même si dans une société anciennement colonisée et esclavagiste, la valeur travail doit être étudiée avec précaution. Ouais. Parce que le rapport au travail d'un Haïtien et le rapport au travail dans toute la société... participe d'une histoire de douleur. Voilà, tout à fait. Et donc, on ne jubile pas devant le travail comme, par exemple, un Nord-Américain ou... Mais encore là, un Nord-Américain... Non, je comprends très bien pourquoi j'aime pas travailler, moi. Moi, le travail, c'est pas mon truc. Donc, et puis, la société aussi doit s'organiser autour de la valeur travail, etc. Ça, c'est vraiment autre chose. Mais l'élément sur lequel il faut rester, c'est que si ça n'a pas d'importance, ça ne peut pas être un enjeu de violence. Ça devient un enjeu de violence si ça devient important.
Si $1 million, la situation de Robinson Crusoe sur l'île qui découvre tout plein d'or, s'il n'y a personne avec qui partager cet or, s'il n'y a personne pour qui cet or veut dire quelque chose, là, on ne veut rien dire. Tout simplement. Ouais. Donc, les choses sont des choses quand elles prennent de la valeur. Voilà. Maintenant, sur les conditions de possibilité de la violence, vous êtes sur plusieurs pistes et ça donne vraiment une vision panoramique de la question. D'abord, les pulsions et les affects. Vous êtes même chez Freud, nous sommes dans les pulsions de vie, pulsions de mort. Est-ce que, pour faire un clin d'œil à Lombroso, est-ce que certains individus seraient foncièrement, fondamentalement, biologiquement criminels? Des pulsions naturelles les pousseraient vers le crime en dehors de quel que soit le système de violence institué, on va dire. Moi, je suis sociologue, ça veut dire que c'est un truc qui ne peut pas passer avec moi. Et puis en plus, Lombroso, c'est au tout début du développement de la criminologie, donc c'est une pensée qui est révolue, même si ça tend d'une certaine manière à revenir par la bande ces dernières années avec les études qui combinent la criminologie et la neurologie. Mais c'est pas ça l'importance. L'importance, c'est quelles sont les dimensions biologiques qui peuvent catalyser la violence. On a des hormones, on a des nerfs. Quand quelqu'un te pique, tu sens la douleur et tu réagis. Donc, ces pulsions de vie ou de mort peuvent présider à des comportements violents. Mais ce n'est pas tout. Ces pulsions aussi sont surdéterminées par le contexte social dans lequel on est. Voilà. Si on sait que tuer quelqu'un, ça n'a aucun impact. Par exemple, ces jeunes qui ont tué le jeune qui leur est semblable, ils savent que l'impunité est garantie, ils opèrent. Mais s'ils savaient qu'il y avait une conséquence pour ce geste, ils n'auraient pas agi de la sorte. En tout cas, ils auraient hésité. Voilà. Et ou ils ne l'auraient pas filmé. Alors, nous avons la notion de pulsion qui rentre en ligne, les troubles biologiques, les troubles de santé mentale, le rapport aux valeurs maintenant. Tout ça, ça participe des conditions de possibilité de la violence. On en a parlé plus ou moins. Maintenant, les modèles de référence, l'anomie maintenant. La violence en Haïti serait, aux yeux d'autres observateurs, le symptôme d'un relâchement du contrôle social, c'est-à-dire de l'ensemble des moyens par lesquels les membres d'une société imposent la conformité nécessaire à la vie en commun. Moi, c'est ma plus grande préoccupation actuellement dans la société haïtienne. Je me demande quels sont les mécanismes de contrôle social sur les jeunes. Je fréquente beaucoup les quartiers populaires. Et quand je rentre dans un quartier populaire, ce que je vois dans les tissourites, ce que je vois dans les activités de quartier m'interpelle. Dans la mesure où, c'est peut-être moi qui ne le vois pas encore, quelqu'un va pouvoir me donner la carte pour mieux lire ce qui s'y passe, mais je ne vois pas ces mécanismes de contrôle social qui étaient avant la famille, qui étaient avant l'église, qui étaient avant l'école, qui étaient avant les groupes de pairs. Mais comment on peut expliquer l'effondrement de ces institutions? Moi, je ne parle pas d'effondrement, je suis constructiviste. Moi, je pense qu'il y a une grande transformation de la société haïtienne. Cette transformation est encore à l'œuvre. Et l'ancien n'est pas encore tout à fait là, même si le nouveau ne tient plus. C'est dans cette situation qu'on est. On est dans une transition et on cherche ces marques. Mais cette transition est quasiment chaotique. On est bien d'accord, parce que nous ne sommes pas les seuls à vivre cette transition, sauf que certaines sociétés se sont donné des balises pour mieux gérer les effets de cette transition. Ce n'est pas notre cas. Est-ce que Big Brother, par exemple, serait une technique de la modernité pour gérer cette transition? Le fait que Big Brother regarde tout le monde, qu'il y ait des caméras partout, que l'État essaie de multiplier ses tentacules? Le système de surveillance, nulle part, n'a donné de meilleurs résultats que les mécanismes de contrôle social traditionnels. C'est clair. Au contraire, on vend les mérites de ce système de surveillance parce qu'il y a une privatisation de la sécurité qui l'accompagne. Mais ça nous amène dans d'autres eaux. Parce que là, c'est du business. Oui, carrément. Et parmi les conditions de possibilité de la violence, vous êtes aussi dans le rapport au corps humain. Oui. Notre rapport au corps humain a changé en Haïti. Voire le crime ne veut plus rien dire, au fait. Ça, c'est très clair. Le corps de l'autre n'a plus aucune valeur. J'ai habité un quartier quand j'étais adolescent. Et un bon matin, la brigade qui était dans le quartier a mutilé 11 jeunes. 11 jeunes mutilés. On avait leur chair déchiquetée. Et tous les jeunes passaient
Moi, à l'époque, j'étais un gamin et je me demandais, mais comment c'est possible? Et aujourd'hui, presque il n'y a pas un seul enfant qui n'a pas vu un corps déchiqueté, pas seulement un cadavre. Voir un cadavre, c'est une chose, mais... Un corps meurtri, blessé. Voilà. Et ça a des impacts à la fois sur le psyché des individus. Donc ça structure le rapport au corps. Tout à fait. Et vous êtes dans des exemples tellement concrets. La façon dont le transport en commun est organisé ici. La façon dont les gens sont entassés dans les bus, dans les taxis, les appartements, tout est petit et tout le monde s'en fout au bout du moment. Voilà. Pour prendre une camionnette, il faut la grosse bagarre. Et je me suis amusé à un moment donné de faire une petite séance d'observation. C'était à Portaléogane. Après, c'était un dimanche, il était autour de 12h30. Donc, les églises protestantes venaient de clôturer leur séance. Donc, la plupart des gens qui étaient là pour prendre le transport en commun étaient des chrétiens. Carrément. Sauf que je me disais, est-ce que je vais voir un changement dans la manière de prendre le transport en commun? Ben non, c'était la même pratique. Là, avec la Bible, là, tu peux recevoir un coup. Donc, Jésus n'est pas encore là. Donc, le rapport au corps a changé. C'est un livre mais vraiment intéressant, poignant. Maintenant, sur les contradictions entre les fins et les moyens, nous sommes toujours dans le champ opératoire de la violence. D'après Daniel Pérouse, une grande partie des comportements des êtres humains vise à augmenter leur réussite sociale, c'est-à-dire à élever leur position dans la hiérarchie d'appropriation des ressources, du prestige ou du pouvoir à l'intérieur des territoires. Est-ce que là, nous avons tout ce qui détermine les violences, c'est-à-dire augmenter sa réussite sociale? Pour une bonne part, mais ce n'est pas tout. Il y a des violences qui sont des violences de domination, ce sont des violences d'oppression, de répression. Ben, on a bien vu aussi qu'il y a des violences de contestation, qu'il y a des violences même révolutionnaires. Donc, on n'est pas nécessairement dans... Là, nous sommes... ça ouvre un champ. Voilà. Écoutez, je pense que la dernière chose à dire, c'est maintenant brièvement, docteur Edouard, comment agir sur la violence? Ben, écoutez, premièrement, avant de réinventer la roue, il faut regarder le répertoire d'actions à notre disposition. Il y a 3 formules qui ont fait leur preuve. Première formule, le Léviathan. Il faut un État fort qui soit capable d'inspirer confiance et qui puisse s'imposer à tout le monde comme monopole de la violence légitime. Et là-dedans, il y a 2 mots très important. Monopole. Moi, je ne pense pas qu'en Haïti, actuellement, l'État est le monopole de la violence. On le voit bien, il y a des quartiers où l'État a de la difficulté à s'affirmer comme monopole de la violence. Mais aussi légitime. Il ne s'agit pas d'avoir le monopole de la violence, mais il faut que ce monopole ait une certaine légitimité aux yeux de la population. C'est ce qui a pendant longtemps expliqué l'échec des activités DDR de la MINUSTA, puisque la population haïtienne a eu de la difficulté à accepter une force d'occupation sur le territoire. Donc, quand bien même qu'ils avaient le monopole de la violence, mais ils n'étaient pas légitimes. Donc, le Léviathan. Deuxième chose à faire. La deuxième chose, c'est l'état de droit. L'état de droit. Donc, l'état de droit suppose, grosso modo, 2 choses. La première, le droit. Il faut que se dote d'un système normatif que tout le monde respecte. Qu'il y ait de la justice sociale. 3e élément. Et le dernier élément sur lequel moi je crois que beaucoup seraient d'avis contraire, c'est ce que Norbert Elias appelle la civilisation des mœurs. Il faut ritualiser la violence, c'est-à-dire sortir la violence de son théâtre d'opération dans les interactions sociales, créer des lieux, fixer des lieux où la violence a libre cours, a ses droits de cité, mais en dehors de ces territoires, le monopole de la violence s'affirme et fait comprendre que la violence ne peut pas continuer à s'opérer. Merci, docteur Edouard. Merci. Je rappelle le titre du livre, Violence et ordre social en Haïti, qui est disponible en ce moment à la librairie La Pléiade. Écoutez, là, on a feuilleté le livre, on est passé à pieds et joints dessus. Je vous invite à lire ce livre politique, citoyen, professionnel, pour avoir une vue globale sur comment opère la violence en Haïti. Allez, respirez, place maintenant à la rubrique Temps Science. Restez avec nous, on va parler de la technologie 4G LTE. Allez, respirez.
Nous sommes maintenant dans la rubrique Temps Science, délivrez-vous. Et aujourd'hui, Temps Science sera traitant technologique. Avec Grégory Domon, nous allons parler de la technologie 4G LTE. Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il y a des livres sur la question? Est-ce qu'il y a des livres en général qui traitent de ces nouvelles technologies de l'information et de la communication qui bouleversent nos vies? Domon, bienvenue à Délivrez-vous. C'est ta première participation, tiens donc. Oui, c'est vrai. Bonsoir D'Angelo, bonsoir aux téléspectateurs et téléspectatrices de RTVC. Merci de m'avoir invité. C'est un honneur de pouvoir partager quelques éléments de connaissance sur ce domaine. Voilà. Déjà, Grégory, qu'est-ce qu'une technologie? Bon, une technologie, c'est une évolution d'une technique. Donc, c'est bâti sur une technique. Donc, à partir d'une technique existante, on peut bâtir une technologie. Alors, pour revenir à la question de 4G LTE, il faut d'abord voir 1G, pas vrai? Oui. Avant de voir 4G, il faut voir 1G. Donc, alors, c'est dans le domaine de la téléphonie. Donc, on parle de génération. Donc, G, c'est pour génération, c'est pas good, c'est génération. Okay. Donc, maintenant, on est en train de développer la 5G dans le monde. Ce sera après en 2020, mais pour l'instant, on est à 4G presque partout dans le monde. Il me semble que la Corée du Sud a déjà la 5G, ils l'ont essayé. C'est un test. J'ai vu ça à Dubaï il y a quelques semaines. C'est un test, donc ce sera prêt pour la prochaine édition de Jeux olympiques au Japon, je crois, mais c'est en développement, c'est un test. Okay. Alors, je reviens à la question de génération. Il y avait d'abord la première génération, c'est 1G. 1G, c'était pour répondre aux problèmes de mobilité. Les gens voulaient avoir le téléphone lorsqu'ils se déplacent. Donc, 1G était développé dans les années 1970-80. C'était un téléphone cellulaire analogique, c'était assez volumineux et c'était très énergivore. Donc, ça a posé des problèmes, des problèmes de saturation, le réseau était vitement saturé, il y avait un problème d'énergie. Donc, on a dû laisser tomber pour adopter la deuxième génération, 2G. Donc, 2G, c'est la téléphonie mobile cellulaire numérique. Donc, on a laissé tomber l'analogique pour embrasser le numérique. Okay. Donc, avec 2G, les problèmes qui existaient dans le monde analogique n'existent plus. Donc, on n'a plus de problème de confidentialité, problème de saturation, c'est correct. Donc, on peut parler au téléphone correctement. C'est résolu. Donc, toutes les autres générations qui viendront après ne seront pas pour la voix, c'est pour les données, les data. Donc, le problème de la voix... 1G, 2G, ce n'est pas encore Internet. Non. C'est 3G qui fait intervenir la voix. Oui, mais vous allez voir qu'il y a... les data, pardon. Oui, il y a une interface... pardon, pas une interface, il y a des étapes intermédiaires entre 2G et 3G. Donc, c'est pourquoi il y a 2.5G et 2.75G, ce qu'on appelle GPRS et Edge. Oui. Donc, avec les réseaux de 2G, on a droit à une communication de qualité, donc c'est résolu. Maintenant, on veut avoir accès aux données, aux data sur le téléphone. À Internet, oui. Voilà. On a développé le 2.5G. C'est une étape intermédiaire entre 2G et 3G. Yeah. La 2.5G ou bien le 2.5G si vous voulez, ça permet d'avoir l'accès à l'Internet à bas débit. C'est une petite vitesse, c'est de l'ordre de 171 kilobits par seconde, c'est l'unité de la vitesse dans ce domaine. Donc, et la personne peut accéder à des sites web et accéder à sa boîte aux lettres. Mais tout ça, c'est très lent. Okay. Bon, le développement continue. On a eu après le 2.75G, c'est Edge, c'est encore avec un débit amélioré. On a choisi d'améliorer le débit pour permettre aux gens d'avoir Internet à une vitesse plus rapide. Donc, maintenant, on a fait le grand saut. On est passé du 2.75G à 3G. Donc, 3G, ce n'est pas 3 gouttes, c'est troisième génération. Bon, voilà. Pour la 3G, on a encore les mêmes services de base que la DG offre, mais avec des débits très élevés. Donc, dans le réseau 3G, on peut avoir accès à un débit de 2 mégabits par seconde. Okay. Alors, il y a une différence qu'il faut faire entre mégabits par seconde et mégabytes. Donc, je pense qu'on pourra revenir une autre fois pour parler une des séance consacrée de mégabytes. Voilà, que les gens comprennent ce que c'est en effet. Justement.
Donc, avec des réseaux 3G, on a droit à des débits de 2 mégabits. Maintenant, tout dépend de la situation de l'abonné. Oui. Donc, ça dépend de la zone. Si la zone est bien couverte par un réseau 3G, on a droit à un débit assez rapide. Et c'est ce que Emmanuel, qui travaille dans l'équipe de la télé, voulait savoir. Pourquoi des fois le téléphone passe de 3G à LTE, non pas LTE, à Edge? Ouais, justement. Pourquoi Voilà. ce glissement? Est-ce que le téléphone s'adapte? Comment ça se passe au fait? Et c'est exactement ça. Donc, en fait, la couverture du réseau n'est pas uniforme partout. Donc, il y a certains endroits qui sont couverts par un niveau de signal 3G, d'autres par un niveau de signal de 2.75G, par exemple. Donc, par exemple, si dans les zones, par exemple, rurales, où il n'y a pas vraiment une forte demande pour les services de données, donc l'opérateur qui fait du business ne va pas investir rapidement dans les réseaux de données. C'est pour cette raison, sur la route de Jacmel, j'arrive pas à avoir un bon débit Internet. Oui, parce et que quand enfin tu l'as, c'est Edge que tu as. Oui, parce que pour ces Ils ont mis des antennes. Voilà. Pour ces zones-là, il n'y a pas vraiment de rentabilité pour les données. Donc, l'opérateur choisit d'alimenter cette zone. Réduire les coûts carrément. Yeah. Maintenant, Grégory, 4G, quelle différence avec la 3G? Bon, c'est encore des possibilités accrues en termes de vitesse de données. Mais pourquoi on dit maintenant 4G LTE? C'est une variante. C'est la version avancée de la 4G. Donc ça fait un Internet qui est plus rapide. Bon, avec 4G, un réseau 4G, on a droit à des vitesses de l'ordre de 100 mégabits par seconde jusqu'à 1 gigabit. Ça dépend encore de la zone de couverture. Par exemple, dans les grandes villes, dans les zones urbaines, où il y a une forte demande en termes de trafic de données, donc l'opérateur a intérêt à installer des stations de base qui permettent d'offrir de grands débits. Mais par exemple, dans les zones rurales où il n'y a pas vraiment de gens qui disposent de smartphones, ils ne savent pas lire, donc il n'y a pas de rentabilité, il n'y a pas vraiment d'intérêt pour que des services de ce genre soient déployés au premier moment. Mais c'est quand même une nécessité parce que l'offre crée la demande. Absolument. Grégory, est-ce qu'il y a des livres qui abordent la question, qui parlent des technologies 4G, LTE, 3G, qui expliquent que les gens pourront éventuellement trouver pour continuer à se ressourcer? Bien sûr, et toutes les livres qui traitent de la question de la téléphonie mobile doivent avoir un chapitre consacré aux générations de téléphones cellulaires. Donc, la charité bien donnée commence par soi-même. Et moi, en étant qu'auteur, j'ai déjà publié pas mal d'articles dans le Nouvelliste. Et puis, je viens de publier sur Amazon un livre intitulé « Comprendre l'univers des télécommunications ». Et je suis sûr qu'il y a... C'est disponible sur Amazon. Oui. On reprend le titre « Comprendre l'univers des télécommunications en Haïti ». Non, ce n'est pas en Haïti, dans le monde. Dans le monde, carrément. Quand même. Donc, il y a une partie qui traite de cette génération. Absolument. Merci Grégory Domon. C'est un plaisir. Voilà, Temps Science. Aujourd'hui, on a parlé de 4G LTE. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette émission. Merci de nous avoir reçus chez vous. Continuez à charbonner votre intelligence. Merci à l'équipe technique de la télé qui m'a permis de vous présenter Violence et ordre social en Haïti et cette conversation autour de la technologie 4G LTE et le livre de Grégory Domon qui est disponible sur Amazon, Comprendre l'univers des télécommunications en Haïti. Écoutez, dites de temps en temps, gardons bonheur. Dans le monde, il doit y avoir deux êtres, des livres et vous.